Bonjour à tous, donc aujourd'hui une vidéo sur le petit théorème de Fermat qu'on va éplucher en large et en travers, qu'on va démontrer de multiples fois et on va voir deux trois trucs de plus, en particulier un théorème annexe. Voilà, alors déjà quelques mots sur le petit théorème de Fermat, sur Pierre de Fermat, donc je vous ai mis la trombine par ici parce que c'est toujours sympa. Alors, Pierre de Fermat, on connaît pas précisément sa date de naissance, mais on sait qu'il meurt en 1665. Ce qu'il faut retenir, c'est que il a vécu et a fait des maths pendant la première moitié du XVIIe siècle. Donc c'est pas seulement un mathématicien, il a fait un peu de physique aussi, notamment en optique. Il y a un principe qui s'appelle le principe de Fermat, qui dit que la lumière se propage d'un point à un autre sur des trajectoires telles que la durée du parcours soit localement extrémale. Donc en gros, dans les cas les plus simples, extrémal ça va vouloir dire minimal. La lumière, elle choisit le chemin le plus court. Et si on s'intéresse un peu à la propagation de la lumière en fonction de l'indice optique, on peut, grâce à ce principe, retrouver la loi de Descartes que l'on a vu en physique. En particulier, Fermat, il a énoncé le petit théorème de Fermat, qu'on va voir dans cette vidéo. Il a énoncé d'autres théorèmes mathématiques, en particulier, il y a un théorème qui s'appelle le théorème des deux carrés. Et surtout, il a énoncé ce qui s'appelle le grand théorème de Fermat. Donc le grand théorème de Fermat, vous le voyez ici, hein, il annonce qu'il n'existe pas de solution non triviale à l'équation x exposant n plus y exposant n égale z exposant n quand on a n qui est plus grand ou égal à 3. Donc x, y, z, bien entendu, sont des entiers. Et ce qu'on appelle solution triviale ici, c'est en gros quand on a soit les 3 qui valent 0, 0 exposant un truc, plus 0 exposant un autre truc égale 0 exposant un troisième truc, c'est toujours vrai pour n plus grand ou égal à 3 en fait, parce que en fait le seul cas où il pourrait y avoir des problèmes, c'est 0 exposant 0, ça fait 1 par convention. Mais voilà, si je somme des 0, ça fait 0, et l'autre solution possiblement triviale, c'est avec soit des 1, soit des moins 1, dans le cas où n est pair, des trucs du type 1 exposant n plus 0 exposant n égale 1 exposant n, ou, ah oui, non, pas avec 1 forcément, mais en gros avec un truc qui vaut 0, par exemple 18 exposant n plus 0 exposant n égale 18 exposant n. Et bref, l'idée c'est que si on n'a pas un 0 quelque part, il n'y a pas de solution à cette équation pour n plus grand ou égal à 3. Pour n égale 2, bien sûr, il y en a, hein, c'est ce qu'on appelle les triplets pythagoriciens. En fait, c'est des triangles rectangles, hein, x carré plus y carré égale z carré. Par exemple, 3, 4, 5, ça convient. Je ferai peut-être une vidéo sur les triplets pythagoriciens dans pas très longtemps. A priori, il y a même des chances que ce soit ma prochaine vidéo sur l'arithmétique. Donc, ce grand théorème de Fermat, ce qui est assez impressionnant, c'est que Fermat, il le conjecture. Il essaye un peu d'arnaquer le monde en écrivant dans la marge de son livre un truc du type oh, alors je aurais une preuve assez sympathique, mais la marge de mon bouquin, parce qu'en fait, il annotait sur les bouquins de maths qu'il avait, quand il avait des idées, il annotait dans la marge. J'en aurais une preuve assez intéressante, mais la marge est trop petite pour la contenir. Alors, on suppose que la preuve, il y a des chances qu'il ne l'avait pas, ou auquel cas c'était vraiment un génie, parce que cette preuve, il a fallu attendre 1994 pour que le grand théorème de Fermat soit démontré par Andrew Wiles, à pas confondre avec André Weil, un autre mathématicien, c'est un peu pénible, porte le même nom, presque. Bref, 1994, il a fallu 380 ans. Non, alors pas 380 ans, excusez-moi, parce que il a pas énoncé ça en 1614. Mais il a fallu 350 ans pour démontrer ce théorème. C'est un truc de malade en fait. Le gars, il a conjecturé un théorème en 1600 et quelques. Et en fait, on l'a démontré en 1994 avec des outils qu'ils avaient pas du tout à l'époque. Fermat, c'était un peu un génie dans ce genre-là. Bon, après, en vrai, il a fait pas mal de conjectures de la sorte, et il y en a quand même une à un moment qui était fausse. Ça, je vous invite à regarder la page Wikipédia de Pierre de Fermat, si ça vous intéresse. Bref. Ici, on est là pour parler de petit théorème de Fermat, et on va commencer par en donner deux énoncés équivalents. Donc, le petit théorème de Fermat, il nous dit que si on a P, qui est un nombre premier, et A qui appartient à Z tel que P ne divise pas A, donc A n'est pas un multiple de P, alors A exposant P moins 1 est congru à 1 modulo P.
Alors un énoncé équivalent, c'est de dire que pour P dans P et A un entier quelconque, cette fois-ci il n'y a pas la condition sur la divisibilité, on a A exposant P qui est congru à A modulo P. Déjà, quand on présente deux énoncés équivalents, c'est toujours sympa de savoir pourquoi ils sont équivalents, donc la preuve ici. Oups, excusez-moi, là normalement ça devrait être des implications et pas des équivalences. Ça aurait été plus joli avec. Donc ici, on a pris P dans P et A dans Z. Donc bien sûr, ce qu'on est en train de démontrer, c'est le théorème 3, en considérant le théorème 2 comme avéré. Donc on suppose le théorème 2, on montre le théorème 3. On prend P dans P et A dans Z. Donc on a deux possibilités, hein. Soit P divise A. Auquel cas, on peut établir, à partir du petit théorème de Fermat, soit P divise A, auquel cas c'est le cas on peut pas établir justement quelque chose à partir du petit théorème de Fermat parce qu'on voulait que P ne divise pas A. Donc on a A qui est congru à 0 modulo P, et en mettant l'égalité ici, la congruence ici à la puissance n, A exposant P, il est congru à 0 exposant P, c'est-à-dire 0 modulo P, et 0 c'est ce à quoi A est congru modulo P, donc A puissance P est congru à A modulo P. Voilà, on a montré dans le cas où P divise A. Et bien sûr, du coup, dans le cas où P ne divise pas A, c'est un corollaire du petit théorème de Fermat. On a, d'après le petit théorème de Fermat, A exposant P-1 qui est congru à 1 modulo P. Il suffit de multiplier par A de chaque côté, et on trouve A exposant P qui est congru à A modulo P. Donc cette fois-ci, on va voir que le théorème 3, il implique le théorème 2. Si on prend P dans P et A dans Z, tel que cette fois-ci P ne divise pas A, d'après le théorème 3, du coup, ici, qu'on suppose avéré, on a A exposant P qui est congru à A modulo P. Et P ne divise pas A. Le fait d'avoir en particulier P qui ne divise pas A, comme P est un nombre premier, si un nombre premier ne divise pas un autre nombre, c'est que ces deux nombres sont premiers entre eux. Leur PGCD, ça fait 1. Donc le PGCD de A et de P, c'est 1. Que le PGCD de A et de P, ça soit 1, ça veut dire, ça c'est une propriété de cours que normalement on a vu dans la vidéo sur Z et principal. Donc le fait que le PGCD de A et de P, ça soit 1, ça veut dire que A il est inversible modulo P. Et donc si je reprends cette égalité, et que A est inversible modulo P, donc je peux trouver A-1. Là je peux multiplier par A-1 de chaque côté de l'égalité. Du coup ça fait A exposant P fois A-1, c'est A exposant P-1, A fois A-1, c'est 1. Et donc A exposant P-1 est congru à 1 modulo P. Voilà. Et c'est aussi pour ça que quand P divise A, on n'a pas ça en fait, c'est parce que quand on est à cet endroit-là, là, on ne peut pas multiplier, on ne peut pas entre guillemets diviser par A, c'est-à-dire multiplier par l'inverse, car notre élément n'est pas inversible. Et aussi, on peut constater, hein, là, si on prend P divise A, bien sûr, A exposant P-1, ça serait congru non pas à 1, mais à 0 modulo P, car P divise A. Donc voilà, donc maintenant, on va faire 4 preuves de ce petit théorème de Fermat. Alors 4, rien que ça, alors en effet, la première preuve, c'est celle que je m'attendais à ce que mon prof fasse en cours. Et moi je me sentais malin parce que j'en connaissais une deuxième. Et je me disais, quand le prof il aura fait sa première preuve en cours, qui est un peu longue, un peu rébarbative, moi ce que je pourrais faire c'est que j'en connais une qui est très rapide, et qui utilise quelques arguments de théorie des groupes, et je ferai une vidéo YouTube en proposant 2 preuves du théorème de Fermat. Sauf que voilà, mon professeur m'a grillé, dans son cours, il a présenté 3 preuves. Et du coup il a fallu que je cherche un peu et que j'en dégote une 4e pour réussir à en faire 4 dans cette vidéo. Donc cette première preuve, c'est une preuve par récurrence et elle est due à Leibniz et Euler la reprendra par la suite en la remaniant des fois un peu. Donc elle se base sur un lemme préliminaire qui nous dit que si on a P qui est un nombre premier et que N c'est un nombre entre 1 et P-1, alors P divise N parmi P. Donc ça on peut le constater soit en décomposant en facteur premier, soit en faisant comme on va le faire ici. Donc ça c'est une formule habituelle avec les quotients bimonominaux, qui est de dire que n fois n parmi p, c'est p fois n-1 parmi
P-1. Et du coup, ce que nous dit cette égalité, donc ça normalement c'est un truc qu'on l'a vu dans le cours calcul algébrique, hein. Ce que nous dit cette égalité, du coup, c'est que P, comme on multiplie P par quelque chose et que ça fait ça, P divise N fois N parmi P. Or, N c'est un nombre entre 1 et P-1. Et un nombre entre 1 et P-1 quand P est premier, c'est un truc qui est premier avec lui. Un nombre premier, il a deux diviseurs, 1 et lui-même, et donc soit les nombres sont des multiples de lui-même, soit il est premier avec le nombre considéré. Là, en l'occurrence, N, ça peut pas être un multiple de P, hein, parce qu'il est entre 1 et P-1. Et du coup, N est premier avec P. Et du coup, là, ce que nous dit le lemme de Gauss, c'est que P divise N fois N parmi P. Donc, bien entendu, P, comme il est premier avec N, divise N parmi P. Et voilà, on a prouvé notre lemme préliminaire. Donc maintenant, ben, ce qu'on va faire, c'est démontrer le petit théorème de Fermat, donc sous cette forme-là, là, ici. On s'intéresse du coup à la théorème 3, parce qu'en fait, il y a un petit théorème 1 qui traînait là, que lui, je vais pas m'amuser à le démontrer, bien entendu. Hein. Je ferai peut-être le cas n égale 4 dans une vidéo. Du coup, notre théorème 3, c'était sous cette forme. Pour tout P et dans P et A dans Z, exposant P contre A modulo P. Et on va le démontrer par récurrence sur le A là-haut, qu'on a appelé N ici, parce que c'est toujours plus habituel de faire des récurrences sur N. Donc, déjà, la récurrence, on commence par initialiser. Hein. 0 exposant P, c'est égal à 0, donc c'est bien congru à 0 modulo P, et on a HR0. Et après l'initialisation, on fait l'hérédité, donc on suppose HRN pour un N donné. Et du coup, N plus 1, on veut montrer HRN plus 1, donc on veut montrer qu'N plus 1 exposant P est congru à N plus 1 modulo P. N plus 1 exposant P, d'après la formule du binôme de Newton, c'est la somme pour K allant de 0 à P des N parmi P, N exposant P. Et ça, ben, je peux sortir le premier et le dernier terme, hein, ça fait 1 plus N exposant P, plus notre somme de 1, cette fois-ci jusqu'à P-1, on a enlevé le terme 0 et le terme P de la somme. Or, N parmi P, avec N entre 1 et P-1, d'après le lemme 1 qu'on a établi au-dessus, ça, c'est un multiple de P. Et donc, comme c'est un multiple de P, c'est congru à 0 modulo P. Et donc 1 plus N plus 1 exposant P, qui est égal à ça, c'est congru à 0 plus 1 plus N exposant P modulo P, c'est-à-dire 1 plus N exposant P modulo P. Voilà, et par hypothèse de récurrence, N exposant P, c'est congru à N modulo P, et donc N plus 1 exposant P sera congru à 1 plus N modulo P. Voilà qui achève cette récurrence en montrant HRN plus 1. Et on a montré pour la première fois le petit théorème de Fermat. Et on est reparti. Donc cette fois-ci, on va se placer dans ZPZ. Et on va prouver le petit théorème de Fermat. Alors cette fois-ci, sous sa forme du théorème 2, donc cette première forme qu'on avait initialement énoncée. Et on va le prouver en exprimant un produit de deux façons différentes. Un produit dans ZPZ. Donc déjà, il faut remarquer, ça c'était un truc qu'on avait fait en cours, que l'application qu'on va noter L, N bar, alors c'est pour dire N avec une barre au-dessus, c'est pour dire que c'est la classe d'équivalence de N en fait. C'est une application indicée en fonction de la classe d'équivalence d'un nombre. Et en fait, pourquoi on la note indicée N comme ça? Parce que à X dans les inversibles de ZPZ, c'est une fonction qui va des inversibles de ZPZ dans les inversibles de ZPZ. À X, elle associe N fois X. Alors en fait, cette application, ce qu'on va montrer, c'est que c'est une bijection. Donc c'est assez facile en fait, hein, parce que là, ZPZ étoile, c'est un groupe, et que ça, c'est normalement quelque chose qu'on a vu pour les groupes en général. Le fait que si on avait une application d'un groupe dans lui-même, qui était en fait la translation par un élément,
Donc il y a x associé à un élément fois x. Ça c'était une bijection. Donc comment on le montre? Voilà, donc en fait ZPZ c'est un groupe. C'est un groupe pour la multiplication. Et du coup en particulier, si je prends ma classe n, son inverse existe. Je peux prendre ma classe n, le tout moins 1. Et si je regarde l'application L, n-1, ça, l'application ln-1, j'ai juste à composer, je fais ln-1 rond ln, ça fait la classe de n exposant moins 1 fois la classe de n fois x, et du coup la classe de n exposant moins 1 fois la classe de n, c'est la classe de 1, par définition, et donc ça fait la classe de 1 fois x, c'est-à-dire la classe de x. Et du coup, c'est bien la bijection réciproque. Bon là je l'ai fait à gauche, à droite ça marche aussi. Ça marche aussi parce que en fait on est dans un groupe qui commute, mais de mémoire normalement on n'en a pas forcément besoin de. Non. Oui non c'est pas du tout rien à voir avec le fait que le groupe commute. Ça marche aussi si on compose. Là on a composé ln-1 à gauche de ln. Si on le compose à droite, ça fait juste n bar fois n bar exposant moins 1 fois x, et ça marche aussi parce que l'inverse c'est dans les deux sens bien entendu. Donc là ce qu'on vient de faire en fait c'est de mettre en place une fonction réciproque, et donc si on a une fonction et qu'on a sa fonction réciproque, ça veut dire que la fonction qu'on considère elle est bijective. Voilà, donc maintenant on va s'atteler à prouver le petit théorème de Fermat sous sa forme théorème 2. Pour ça, on prend n dans n et p dans p, comme d'habitude, et on se place dans ZPZ. Alors, là, bien sûr, n dans n, on suppose aussi que n n'est pas multiple de p, bien entendu. Du coup, on s'intéresse au groupe suivant. En fait, ouais, c'est pareil là. On a n qui est pas multiple de p, parce qu'en fait, sinon c'est l'application identité. Voilà. Ça pose pas de problème, mais ça va en poser normalement plus loin. Donc n n'est pas multiple de p. Désolé, j'ai oublié de le marquer. Et on se place dans ZPZ et on s'intéresse à ce grand nombre n, qu'elle produit pour les x dans ZPZ, donc les x bar dans ZPZ, donc x il est dans x, c'est un représentant de x bar, des n bar fois x bar. Et ce produit là on va l'écrire de deux façons différentes. Donc premièrement, étant donné que le cardinal de ZPZ avec une étoile c'est P-1, bien sûr, tous les nombres, ça on l'a déjà vu, tous les nombres sont inversibles dans ZPZ, sauf la classe de 0, c'est-à-dire la classe de P, et donc les P-1 autres classes sont bien inversibles. Et du coup, grand N, vu qu'en fait ça commute, là je peux sortir mon N du produit, du coup il a été multiplié par lui-même P-1 fois, vu que c'est le cardinal de ZPZ, et donc on a N bar exposant P-1 fois notre produit des classes d'équivalence de ZPZ. Donc ensuite, on a aussi n, on peut l'exprimer sous une autre forme en fait. Donc ah oui, en fait par rapport au fait ce que j'ai dit tout à l'heure, que n il ne devait bien sûr pas diviser p, c'est parce que sinon la classe de n n'est bien entendu, j'ai dit une connerie quand j'ai dit que ça faisait l'application identité, c'est la classe de n n'est bien entendu pas dans ZPZ étoile, et du coup ça pose des problèmes. On veut que ça soit on veut qu'n ça soit bien un élément du groupe pour que l'application soit bijective. Bien entendu, si n c'est un multiple de p, la classe de n fois x
bah, c'est la classe de 0 fois x, c'est 0 tout le temps et l'application elle est surtout pas bijective. Excusez-moi pour ce petit bafouillage, on est reparti. Donc, grand N, on l'avait écrit ainsi. Et il se trouve que n bar fois x bar, on l'a défini plus haut, c'est ln bar de x bar. Et là, ce qu'on est en train de faire, quand on prend les ln bar de x bar avec les x bar dans les inversibles de ZPZ, c'est qu'on parcourt les ln bar de x bar parcourent exactement une fois tout ZPZ. Pourquoi? Parce que l'application ln c'est une bijection. Donc en fait là ce qu'on est en train de prendre c'est des y dans ZPZ, des y bar dans ZPZ et on les parcourt tous. Voilà, ça c'est le fait que ln bar soit bijective. Et du coup, quand on constate que n on l'a écrit deux fois différente, bien sûr les deux expressions sont égales. Et du coup, on a que ces deux expressions sont égales. Excusez-moi pour le égal qui traîne ici, c'est une petite erreur. Ça c'est les copier-coller, parce que en fait j'ai copié-collé le n égal, j'ai enlevé le n, mais j'ai laissé le égal. Bref, on voit que ces deux expressions sont égales. Or ces deux expressions, ça c'est la même chose que ça, si ce n'est que j'ai remplacé un y par un x, mais ça change rien. Et là j'ai un n bar exposant p-1. Ça, c'est des nombres de ZPZ étoiles. En particulier, ils sont tous dans ZPZ étoiles, donc ils sont tous inversibles. Le produit est bien sûr également inversible. Et du coup, je peux multiplier de chaque côté par l'inverse de ce produit. Tout simplement, je peux le simplifier en le barrant des deux côtés, quoi. Et du coup, on trouve, une fois le produit barré, que n bar exposant p-1, la classe de n, le tout exposant p-1, c'est la classe de 1. Et du coup, ça veut dire quoi que la classe de n exposant p-1, ça soit la classe de 1? Tout simplement, n exposant p-1, et sachant la classe de n, le tout exposant p-1, c'est bien sûr la classe de n, c'est bien sûr la classe de, entre parenthèses, n exposant p-1. Et du coup, ça veut dire que n exposant p-1 est conclu à 1 modulo p. Parce qu'on considérait bien sûr les classes modulo p. Et voilà pour cette deuxième preuve. Donc ça c'est la troisième preuve, la sympathique, celle qui dure que 2 lignes, mais qui a besoin comme argument d'un truc un peu plus lourd, qui est le théorème de Lagrange, mais vu qu'on l'a démontré en classe, c'est parfait. Donc si on prend A un entier, et P un nombre premier. Et là je suis pas bon non plus, j'ai encore oublié de marquer que A n'était pas multiple de P. Je suis encore une fois désolé. Donc on se place encore une fois dans ZPZ. Et comme P est premier, le cardinal de ZPZ, c'est P-1. Donc ça, on l'a déjà dit plus haut. Et du coup, alors, en rajoutant l'argument du fait que A n'est pas un multiple de P, comme A n'est pas un multiple de P, et qu'on est dans ZPZ, A est inversible modulo P. En fait, le fait que A soit inversible modulo P, ce qui est surtout important, c'est que A, il appartient à ZPZ étoile, il appartient au groupe des inversibles. Oh, je suis désolé, là j'ai oublié les étoiles aussi. C'est pas bon. Donc, là vous imaginez une petite étoile. Là vous en imaginez une petite aussi. Et du coup, en fait, du point de vue de mon groupe des inversibles, qui bien sûr est le cardinal P-1, hein, ça c'est, on l'a dit plus haut, il y a P-1 éléments inversibles, on l'a dit là. Parce que tous, à part la classe de 0, sont inversibles. A, vu qu'il n'est pas un multiple de P, ce que je me suis bien gardé de préciser, mais que j'aurais dû, ça fait que A, il appartient au groupe ZPZ étoile, c'est bien un inversible. Et comme ZPZ étoile c'est un groupe, par définition, A exposant le cardinal de ZPZ étoile, le cardinal du groupe, c'est 1. A exposant le cardinal de ZPZ, encore une fois la étoile, c'est A exposant P-1, et du coup c'est la classe de 1. Voilà, parce que ça c'est le neutre de ZPZ étoile. Voilà, le théorème de Lagrange, il nous dit en particulier,
Il nous dit aussi que le cardinal d'un sous-groupe divise le cardinal du groupe, mais il nous dit également que A exposant un nombre, en fait, un élément du groupe exposant le cardinal du groupe, ça fait l'élément neutre. A bar, c'est un exposant de ZPZ étoile. Non, c'est un élément de ZPZ étoile. Donc exposant le cardinal du groupe qui est P-1, ça fait l'élément neutre, c'est-à-dire la classe de A. Et du coup que la classe de A exposant P-1, ça soit la classe de 1, ça veut dire que A exposant P-1 est congruent à 1 modulo P. Donc je suis désolé, je me suis un peu embrouillé. C'était pas très clair, normalement en essayant de le refaire un peu, ça devrait le faire. Voilà, c'est vraiment la preuve la plus rapide. Si on est à l'aise avec le théorème de Lagrange, c'est bon, c'est fini. Voilà, et ça c'est la 4e preuve, celle que j'ai un peu sortie de derrière les fagots. Merci à la page Wikipédia, même si elle était pas non plus super claire et qu'il a fallu que j'aille chercher 2-3 trucs par-ci par-là. Du coup, cette fois-ci c'est une preuve par double dénombrement, et ce qui est sympa avec cette preuve, c'est que la première impression qu'on a, c'est que ça n'a rien à voir. Tout ce qu'on va utiliser, presque jusqu'au bout, n'a presque rien à voir avec le petit théorème de Fermat et même avec l'arithmétique. Donc, on va définir 2-3 trucs au début. Donc d'abord, on définit un mot de longueur n sur un alphabet E, où E c'est un ensemble. Et ça, bah, c'est une suite... Ah non, pas une suite de En, c'est soit une suite de E à n éléments, excusez-moi, soit un élément de E exposant n. Donc un mot c'est un élément de E exposant n. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ben, c'est que ça veut dire que je prends n lettres, je prends n éléments de E les uns à la suite des autres et j'en fais un n-uplet. En fait c'est un n-uplet d'éléments de E, un mot de longueur n sur un alphabet E. Par exemple, ben 1, 2, 2, 4, 7, c'est un mot de longueur 5, hein, il y a 5 éléments, c'est un 5-uplet sur l'alphabet 1, 10. Bon, c'en est aussi un sur l'alphabet 1, 7, bien entendu. Puis c'en est aussi un sur l'alphabet, l'ensemble 1,2,4,7. Ça pose aucun problème à part dans un mot qui a des répétitions. Hein. Le mot, par exemple, mot, c'est un mot de 3 lettres pour l'alphabet classique. Le mot tata, c'est un mot de 4 lettres pour l'alphabet classique, hein, même s'il y a des répétitions. Donc ça, c'est pour la définition de mot. Ensuite, on va définir la notion de collier. Un collier de longueur n, toujours sur un ensemble E, entre guillemets un alphabet E presque. Et en fait ça c'est un mot circulaire de longueur n sur E. Qu'est-ce que ça veut dire un mot circulaire? Ça veut dire que quand j'ai écrit mon mot, j'ai regroupé entre guillemets les deux bouts. Ça me fait un cercle quoi. Par exemple ça c'est le premier élément, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Mais en fait on s'en moque que ce soit le premier élément. Si j'avais écrit par exemple un mot de 7 lettres, je sais pas, au hasard, Titouan, T-I-T-O-U-A-N, en fait, ce qui importe, c'est que Titouan, ça va être un mot différent de Itouant, oui, c'est le premier mot de cette lettre qui m'est venu à l'esprit. Ça va être différent de Itouant en tant que mot, mais par contre, en tant que collier, c'est la même chose, parce que le collier, on s'en moque de où on commence, en fait. C'est la seule différence entre un mot et un collier, c'est le caractère circulaire, entre guillemets, cyclique, qui fait qu'on s'en moque un peu de où on commence. Par exemple, 1, 2, 2, 4, 7 et 2, 2, 4, 7, 1, c'est des mots différents. Par contre, c'est le même collier. C'est le même collier, pourquoi? Ben, parce que si je commence à compter là, ça fait 2, 2, 4, 7, 1. Oh, merveilleux, c'est ce que j'ai ici. Et enfin, une troisième définition. On dit qu'un collier, il est monochrome si toutes les lettres qu'il contient sont identiques. En gros, si tout est pareil, mon collier, il est monochrome. Là, tout est pareil, j'ai un collier qu'avec des A, donc c'est monochrome. Là, j'ai des A, des B, des C, donc c'est pas monochrome. Donc voilà pour les définitions. Maintenant, une petite propriété des colliers. Si on a P qui est un nombre premier et E un ensemble. Alors un collier de longueur P sur l'ensemble E et qui est pas monochrome, il engendre P mots différents. Alors qu'est-ce que j'entends par engendrer P mots différents? En fait, quand engendrer des mots pour un collier, c'est je pars d'un endroit et je regarde le mot que ça forme. Là par exemple ce collier, ben, il peut former les mots A, B, C, B, A, C, B, C, B, A, C, A, etc. Et là, du coup, étant donné qu'il y a 7 perles dans le collier, 7 est un nombre premier, et mon collier n'est pas monochrome, en fonction des différentes positions où je commence, ça va engendrer 7 mots différents. Alors que, bien sûr, dans le cas monochrome, ben, ça n'engendre qu'un seul mot.
Si je commence ici, ça fait A, et si je commence ici, ça fait toujours A. Donc, quelques petits exemples. Voilà, le collier monochrome, non monochrome ci-dessus, ben, on peut bien vérifier hein, qu'on obtient un mot à chaque fois. Hein. Là, ça commence par AB, là, c'est déjà plus AB. Donc, si je commence à lire par lire ici, c'est pas le même mot. Donc, si je veux le même mot que celui qui fait ABCB, il faudrait que je commence par un A. Ah, mais tiens, AA, c'est pas la même chose. AC, c'est pas la même chose non plus. Donc là, ça marche pas. Bref, on peut assez facilement se convaincre que ça marche. Alors ça, c'est vrai quand c'est premier. Par exemple, pour un P non premier, ça marche pas. Si je prends le collier AB, AB, il est de longueur 4. Si je commence à le lire ici, ben, ça fait AB, AB. Si je commence à le lire là, ça fait BA, BA. Il fait que deux mots différents, parce que si je commence à le lire ici, ça fait AB, AB de nouveau. Voilà, donc il va engendrer que deux mots. Pourquoi? Parce qu'on a une certaine forme de périodicité, en fait. Et ben, une périodicité, on va pas pouvoir en avoir pour un nombre premier, tout simplement parce que le nombre premier, il n'a pas de diviseur. Je peux pas rentrer, ben, par exemple, là, il y a une 2 périodicité, hein, une périodicité avec 2 lettres à la suite. Ça, je pourrais pas le faire dans 7, parce que si je me mets à créer des paquets de 2, ben, à la fin, je pourrais plus, parce qu'il y aura plus qu'une place. Donc, si cet argument vous convient, vous pouvez passer la preuve du lemme. Cet argument sur la périodicité, sinon on va le faire de façon un peu plus rigoureuse juste maintenant. Donc je prends E0, E1, 3 petits points jusqu'à EP-1, les lettres de l'ensemble E, tel que le collier qu'on considère, ce soit E0, E1, 3 petits points, EP-1. Et maintenant, on va supposer que le collier forme le même mot en partant de deux paires identiques. Voilà, c'est si... En fait, on fait par contraposé. Donc la contraposée, bien sûr, hein, c'est si on regarde notre expression de base, c'est on a un collier, il est non mono avec P dans P. On suppose P dans P. On a un collier. S'il est non monochrome, alors il engendre P mot. La contraposée, c'est s'il n'engendre pas P mot, alors il n'est pas monochrome. Et s'il n'engendre pas P mots différents, ça veut dire qu'en partant de deux lettres différentes, je pars de deux lettres différentes, A et A là par exemple, ça va me former deux fois le même mot. Et auquel cas, ben, il formera pas P mots différents vu qu'on aura deux fois le même mot à un moment. Donc je suppose que j'ai deux fois le même mot. Quitte à changer l'origine de mon collier, parce que mon collier, je place mon origine où je veux, si ce n'est qu'après je tourne dans le bon sens. Quitte à changer l'origine de mon collier, ce que je peux supposer, c'est que le mot, je lis soit le mot depuis E0, et je considère le mot E0, E1 jusqu'à EP-1, et je constate que ce mot, il est le même qu'un mot qui commence en lisant à EI, EI plus 1, EI, etc. jusqu'à EP-1, puis E0, E1, E2, etc. jusqu'à EI. Donc en fait, je suppose que quand je lis mon mot en partant de E0 ou que je lis en partant de EI, ça me fait le même mot. Donc, si je lis... Excusez-moi, là c'est un 0. On lit le collier depuis E0. EI, c'est le I plus unième élément. Bah oui, c'est le I plus unième élément parce que il manque un petit M là, un E, où il y a un E en M en trop à voir. Ça dépend comment on le voit. EI c'est le I plus unième élément parce que bah 0 c'est le premier élément, 1 c'est le deuxième, etc. I c'est le I plus unième. Et du coup, le I plus unième élément en partant de E1, ça doit être la même chose que le... Non, de E0, excusez-moi. Ça doit être... Là je me suis planté. Ça doit être ça doit être la même chose que le I plus unième élément en partant de EI. Or, le I plus unième élément en partant de EI, c'est E2I. Bon, alors là, j'ai pris le choix de noter E2I. Bien sûr, il y a toutes les histoires de complications où si on dépasse P-1, ça revient à 0. Donc le 2I, en fait, il faut le penser modulo P. Du coup, ce que je disais, c'est que le I plus unième mot en commençant à EI, c'est E2I. Et ça doit être le même mot que le I plus unième mot en commençant à E1, hein, vu que ça forme les mêmes colliers. Enfin, non, vu que le collier forme les mêmes mots en partant de E1 et de EI. Du coup, ben, j'ai
E de 2i qui doit être égal à EI, vu que c'est le EI plus unième mot à chaque fois. Et donc E de 2i qui est égal à EI et EI qui est égal à E de 0. Oui, vu que ça forme le même mot en partant de E0 et de EI, hein, c'est que EI et E0 c'est la même chose. Ça veut dire que E de 2i c'est E de 0. Et en fait, je réitère le processus, hein. E de 2i c'est E de 0. I lettre après E de 2i c'est E de 3i. Ou non, faut plutôt voir EI c'est E de 0. Donc 2i plus une lettre. Non, 2i lettres après E0 c'est E de 2i. Et 2i lettres après EI c'est E de 3i. Or, on a dit que 2i lettres, vu que c'est le même nombre de lettres après l'origine à chaque fois, ça doit être identique vu que c'est le même mot. Et du coup, ce que je finis par trouver, c'est que E de 3i c'est la même chose que E de 0, et en itérant, que E de ni c'est égal à E0. Voilà, encore une fois, ni, il faut bien comprendre qu'il est considéré modulo... Ah ouais, alors... choix de variable stupide. Pour tout cas, EKI c'est E de 0. Et EKI est considéré modulo n, hein, bien sûr c'est des variables différentes. Sinon on a E de 0 égale E de 0, ça nous intéresse pas vraiment en fait. Non mais pour tout, en fait, en itérant le processus, on peut le dire pour tout entier. Pour tout entier K, EKI c'est E de 0. Et en particulier, comme I est promis avec P, il a inversé le modulo P. Et donc je peux prendre son inverse I-1, et vu que ça, EKI égale E0, c'est vrai pour tout cas, bah EI-1i, c'est aussi égal à E0. Mais I-1i, modulo n, c'est 1. Donc E1, c'est E de 0. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que je prends une lettre, et celle juste après, c'est la même. Par exemple ici, je prends une lettre, celle juste après, c'est la même. Mais si on dit que le mot en commençant de là, en fait, le mot en commençant de là, c'est le même mot qu'en commençant d'un autre endroit. Par exemple ici. La lettre ici, c'est la même que la lettre là. Donc en fait, l'idée c'est que je peux continuer à chaque fois de 1 en 1. Quand j'ai statué que E0, c'était la même chose que E1, en fait, ce que j'en déduis, c'est que en fait, en continuant, j'ai E0 qui est la même chose que E1, je peux, en itérant encore mes paquets de i, tomber sur E2 qui est la même chose que E1, E3 qui est la même chose que E2. Et du coup, en fait, mon collier, il est monochrome. Voilà, hein, l'idée, c'est que j'ai vu qu'un nombre, c'était le même qu'à un autre endroit. Le nombre d'après, j'ai vu que c'était le même aussi. Donc le nombre d'après, ici, c'est le même également. Et en fait, vu que le nombre d'encore après, là, ça va être un nombre... c'est toujours les histoires de périodicité. Ouais, alors là, j'aurais peut-être besoin d'un peu plus de justification pour dire que E1, c'est égal à... En fait, que quand on a E1 égale à E0, ça entraîne E2 égale E1, E3 égale E2. Mais l'idée, c'est que, en fait, j'ai une inverse. J'ai une inverse à mon I. Je peux trouver E1 qui est égal à EI moins 1I. Mais en fait, E2, c'est E fois 2I moins 1 fois I. Ouais, voilà, c'est ça la justification un peu plus solide. E2, c'est EI moins 1 fois I. Et donc ça, c'est E2I moins 1 fois I, on a dit que c'était E de 0. Et E3, si je prends K égale 3 fois I moins 1, bah E3, I moins 1, I, c'est E de 3, mais c'est aussi E de 0 à cause de cette formule. Donc vous oubliez ce que j'ai marqué là, ça c'est pas solide comme raisonnement. Je me suis embrouillé quand je l'ai écrit. E4, I moins 1, I, c'est E4, c'est E de 0, et du coup c'est vrai pour toutes les lettres, et donc mon collier il est monochrome. Donc voilà, si en fait on a une périodicité, dans un collier qui a un nombre de perles premier, notre collier il est monochrome. Et donc si notre collier n'est pas monochrome, on n'a pas de possibilité de périodicité, et donc on écrit bien P mots différents avec un collier de P perles non monochrome. Bon, voilà,
on en a dit beaucoup, maintenant on arrive enfin à la preuve du théorème de Fermat, donc sous sa forme théorème 3, donc je le rappelle, la forme théorème 3 c'est celle-ci, hein, A exposant P est congru à A modulo P pour tout nombre. Et comment on fait ça? Alors, il faut que je remonte au bon endroit. Donc, en fait, on va dénombrer de deux façons différentes. Le nombre de mots non monochromes de longueur P dans un alphabet de n lettres. Ouais, alors là, j'aurais pu prendre A, ça aurait été tout aussi malin. Hein. A exposant P est congru à A modulo P. Là, ce que je vais montrer, c'est N exposant P, mon congru à N modulo P, c'est la même chose. Si ce n'est que j'ai remplacé un N par un A. Donc, je regarde le nombre de colliers non monochromes de longueur P dans un alphabet de n lettres, donc. Et ça, je vais le compter de deux façons différentes. Bon, déjà, alors, là, il y a un non monochrome en trop. Si je regarde le nombre de mots de longueur P, le nombre de mots de longueur P dans un alphabet à n lettres, on oublie non monochrome, bien entendu, hein. Si je prends n lettres, et que j'ai P en placement, hein, vu que mon mot est de longueur P, j'ai n exposant P mots formables. Et à ça, ben, il faut enlever mes mots monochromes, si je veux mes mots non monochromes, et mes mots monochromes, il y en a n. Hein. Il y a celui qui est là j'ai n lettres, il y a celui qui est constitué que de la première lettre, puis celui qui est constitué que de la deuxième, etc. Donc j'ai n exposant P mots, n mots monochromes. Donc au total, j'ai n exposant P moins n mots. Maintenant, je vais compter d'une autre façon. Si je considère C, le nombre de colliers... Mais il y a des monochromes en trop, hein. Ah non, là il y a un... Il manque un petit nom. Excusez-moi encore. Donc C, le nombre de colliers non monochromes de longueur P. Je considère dans un alphabet à n lettres toujours. Donc je considère C le nombre de colliers non monochromes de longueur P dans un alphabet à n lettres. Et j'ai P qui est premier. Ça veut dire que chacun de mes colliers non monochromes, il va engendrer, d'après le lemme 3, il va engendrer P mots. Ça veut dire que le nombre de mots non monochromes, c'est le nombre de colliers fois le nombre de mots qu'engendre chaque collier, c'est-à-dire P, c'est-à-dire C fois P. Donc mon nombre de mots non monochromes de longueur P dans un alphabet à n lettres, c'est également P fois C. C'est n exposant P moins n, et c'est P fois C. Du coup, n exposant P moins n, c'est P fois C. Et ça, de pouvoir écrire n exposant P moins n sous la forme P fois un entier, ça veut dire que P divise P exposant P moins n. Et ça veut dire ça que, ben, n exposant P est congru à n modulo P. Hein. Ça, c'est exactement la définition de la congruence. Et donc, on a montré une quatrième fois le petit théorème de Fermat. Bon, voilà, ce petit théorème de Fermat, en fait, c'est le cas particulier d'un théorème un peu plus grand, qui utilise la notion de fonction indicatrice de l'aire. Donc, cette fonction, c'est la fonction qu'on va noter phi, qui va de n étoiles dans n étoiles, et qui a un entier n, associe le nombre d'éléments entre 1 et n, qui sont premiers avec lui. Bah, par exemple, phi 1, c'est 1, car 1 est premier avec 1, le PGC de 1 et de 1, ça fait 1. Phi 2, c'est 1, car 1 est premier avec 2, mais 2 n'est pas premier avec 2, hein, bien entendu, un nombre n'est pas premier avec lui. Mis à part 1, un nombre n'est pas premier avec lui-même, parce que ben le PGC des 2 et 2, c'est 2. Oulala. Alors, bon, je me suis un peu, il s'est passé un truc dans ma tête, je sais pas, je voulais écrire 3 là, quand je l'ai fait. Je me rappelle, hein, j'ai fait le PDF il y a 2 heures, c'est encore frais dans ma mémoire, et c'est un peu plus de sens avec ce qui est marqué. Donc, imaginez que 2 égale 3. En mathématiques, il y a pas longtemps, mon professeur a écrit dans un DM, supposons 0 égale 2. Bon, c'était dans un cadre où ça se justifiait parce que 2 c'était défini comme l'élément neutre pour la multiplication dans un anneau qu'on additionnait à lui-même, et 0 comme l'élément neutre de l'addition. Mais bref, il faut que je m'arrête. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de dire. Donc, supposons 2 égale 3. Phi de 3, c'est égal à 1. C'est égal à 2. C'est pas égal à 1 du tout.
Donc phi de 3 égale à 1, voilà, c'est en fait tous les nombres valent 1 de plus que ce qui sont marqués. C'est vraiment très intelligent. Donc phi de 3 c'est 1, car 3 il est premier avec 1, il est premier avec 2. En fait, plus généralement, pour un nombre premier p, phi de p c'est p moins 1. Car un nombre premier, ben il est premier avec tous ses successeurs entre 1 et p moins 1. Ça vient du fait que on a quand on a un nombre premier, les seuls nombres qui ne sont pas premiers avec lui, ce sont ses multiples. Un truc qu'on a vu je ne sais pas combien de fois pendant cette vidéo. Un dernier petit exemple comme ça, si on considère phi de 21, normalement, sauf si je me suis planté, ça doit être 12. En fait, il est pour 21. Il faut vraiment que je me concentre, moi. C'est premier avec tous les nombres tous les nombres que j'ai écrits ici. En fait, c'est premier avec tout ce qui n'est pas multiple de 3 ou de 7, car 21 c'est 3 fois 7. Donc voilà. Maintenant, on est parti pour un petit lemme qui nous dit que si on prend n dans n étoile, le cardinal de znz fois étoile, c'est-à-dire le cardinal des inversibles de znz, c'est phi n. Alors, pourquoi? Bah si je prends mon cardinal des inversibles de znz, par définition un inversible x bar, parce que c'est la classe d'équivalence d'un x, est un inversible de znz, étoile, est un inversible de znz ou appartient à znz étoile. Bah déjà si seulement si c'est un élément de znz, ça c'est logique, dont un représentant vérifie le fait qu'il soit premier avec n. Voilà. X est inversible modulo n, si et seulement si le PGCD de x et de n c'est 1. Donc c'est le cardinal des éléments de znz dont un représentant vérifie le fait que son PGCD avec n ça soit 1. Et là, au lieu de prendre mes classes d'équivalence dans znz, ce que je peux prendre, c'est en fait je prends un représentant à chaque fois, hein. Ça fait toujours autant d'éléments et ils sont toujours bien associés comme il faut à un 1. Si je prends x dans un n tel que x dans un n tel que le PGCD de x et de n ça fasse 1, en termes de cardinal ça change rien. Et ça, mes x dans un n tel que leur PGCD avec n ça fasse 1, c'est exactement la définition de phi n. Et voilà, du coup le cardinal de znz étoile, c'est-à-dire les inversibles de znz, il y en a phi n. Du coup, on va se servir de ça pour démontrer le théorème d'Euler-Fermat, donc qui nous dit qu'avec n'importe quel n dans n étoile, là où phi n est défini en fait, et a dans z, alors pas tel que n égale 1, tel que PGCD de a et de n égale 1, là encore, mon PDF est pas fou, je l'ai tapé un peu trop vide. Ouais, c'est parce que j'ai du mal à me concentrer, je suis un peu malade. Ouais, je sais, je cherche des excuses pourries. Donc, si le PGCD de A et de N c'est 1, on a que A exposant phi N est congru à 1 modulo N. Donc ça, si on reprend le cas, hein, c'est la remarque qui traîne juste ici, si on prend le cas où N est premier, si N est premier, le fait que le PGCD de N et de A ça soit 1, ça veut tout simplement dire que N n'est pas que A n'est pas multiple de N. Et à ce moment-là, on a phi de N avec N premier, c'est N-1, et on se trouve à exposant N-1 congru à 1 modulo N pour N premier. Donc la preuve de ce théorème, donc là si on prend A, pareil, c'est encore du copier-coller, donc il y a toujours les mêmes erreurs. A, je le prends pas forcément. En fait, je prends A dans N et N dans N étoile, avec toujours, là en plus, donc la dernière fois, il fallait pas que ça soit un multiple. Là, l'argument que j'ai oublié de marquer, c'est que le PGCD de A et de... Le PGCD de A et de N, ça doit être 1. Pourquoi le PGCD de A et de N, ça doit être 1? Parce qu'en fait, on va se placer dans ZNZ toujours étoile. Et dans ZNZ toujours étoile, si on veut que, en fait, A, ça soit un inversible de ZNZ, il faut que son PGCD avec N, ça fasse 1. Celle-là, c'est la même preuve que la preuve numéro 3 qu'on a fait au-dessus, en fait. Et du coup, d'après le théorème de Lagrange, étant donné que ZNZ étoile, c'est-à-dire les inversibles de ZNZ, c'est un groupe pour la multiplication,
Si je prends un élément à barre qui appartient bien à z et z étoile, car A est premier avec n, du coup cet élément porté à l'exposant exposant le cardinal du groupe, ça c'est le neutre pour le groupe, c'est-à-dire le neutre ici pour le groupe c'est 1 pour ZNZ, pour les inversibles de ZNZ munis de la multiplication, le neutre c'est la classe de 1, et or le cardinal de ZNZ étoile, les inversibles de ZNZ, c'est phi n, et donc on retrouve que la classe de A exposant phi n, c'est-à-dire la classe de, entre parenthèses, exposant phi n, parce que les classes on peut toujours les mettre un peu comme on veut, attention, méfiez-vous quand même, mais normalement c'est comme pareil, hein, quand on a une classe sur une multiplication, bon, si on la met pas sur le fois c'est pas grave, bon, bref, ça vient du fait que ce soit un morphisme, hein, bien entendu, que A, la classe de A fois la classe de B, c'est la classe de A fois B. Donc, du coup, on trouve que la classe de A exposant phi n, c'est 1, et donc que A exposant phi n est congrue à 1 modulo n, hein, c'est exactement ce que nous dit cette égalité, si bien sûr on met le trait de classe sur le tout. On retrouve que A exposant phi n est congrue à 1 modulo n, ce qui nous prouve le théorème de l'Aire-Fermat, qui est bien sûr un cas plus général du petit théorème de Fermat, qui ne marche que pour un nombre P premier. Voilà qui se termine cette vidéo, donc je suis désolé pour toutes les petites bourdes qui traînent par-ci par-là. J'espère que je les ai bien corrigées à l'oral, des fois que y ait besoin d'aide, donc soit si vous êtes dans ma classe, vous me posez la question, ou vous ressortez votre cours, parce qu'a priori presque tout y est dedans, si ce n'est éventuellement la preuve par double démembrement sur l'histoire des colliers et le théorème de l'Aire-Fermat. Normalement tout est dans votre cahier, sinon vous pouvez venir me poser des questions. Si vous regardez ça sur YouTube, ben n'hésitez pas à mettre un commentaire s'il y a une question. Puis n'hésitez pas à mettre un pouce de dislike si vous trouvez que le montage est vraiment trop pourri. Et que franchement le PDF a beaucoup trop de fautes. Personnellement je suis un peu honteux de ce que j'ai fait. Mais je suis aussi beaucoup trop flemmard pour refaire cette vidéo. Donc voilà, pour conclusion, le petit théorème de Fermat, c'est cool. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos, avec en particulier, dans pas très longtemps, on va voir les triplets pythagoriciens, et si je suis en forme, on s'intéressera au cas du grand théorème de Fermat cette fois-ci, dans le cas où n c'est 4.